Il y a une dernière chose dont je voulais qu'on parle aussi, c'est, bon là, en 2023, l'IA, ça a explosé, donc il y a eu beaucoup de bruit qui s'est fait par rapport à la consommation justement de l'IA. Toi, c'est quelque chose qui t'a intéressé et tu as essayé du coup de faire tourner une IA sur un ordinateur personnel. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà dans un premier temps pourquoi tu as voulu faire ça? Pourquoi ça t'a... Alors pourquoi? Oui, alors déjà, je suis tombé un peu comme tout le monde. Je suis pas spécialiste des sujets au départ, hein. Les connaisseurs, enfin, on a tous été frappés par l'apparition de ChatGPT. Mais les gens qui étaient un peu dans ces domaines-là et les gens dans les médias aussi, qui connaissaient déjà les sous-jacents, ce qui se passait côté OpenAI. Donc ils avaient déjà des démonstrations pour les gens qui écrivaient du texte, qui étaient assez frappantes. Et j'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas intéressé de près. Par contre, effectivement, ChatGPT, ça nous a tous marqués par l'efficacité du système. On n'avait pas forcément vu ça venir avec une telle qualité d'interaction. Et après, on savait que derrière, il y avait des moyens colossaux pour créer les modèles, donc leur faire la phase d'apprentissage, et même après en fonctionnement pour les faire fonctionner. Ça réclamait des quantités de mémoire phénoménales, donc des choses qu'on ne peut pas faire tourner chez soi. Ce qui est une exception dans ces domaines-là, parce que aujourd'hui, avec des logiciels libres, avec Internet pour la facilité de diffusion des logiciels et la puissance des machines qu'on a, à peu près tout ce que tu peux faire en entreprise, tu peux le faire chez toi sur ton PC, en fait. Tu peux faire tourner à quasiment n'importe quel logiciel. Tu peux faire tourner des bases de données professionnelles. Enfin, tu peux tout faire. Tu peux apprendre un nombre infini de trucs chez toi pour pas un rond, en fait, sur un PC normal. C'est quoi l'intérêt de faire ça, du coup, pour une personne? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est améliorer ses compétences. Pour un informaticien, c'est utile en tant qu'auto-formation professionnelle. Mais pour une personne lambda, est-ce qu'il y a un intérêt Alors, je pense qu'il y a un intérêt pour tout le monde parce que... Alors, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à tout, mais pour un photographe, par exemple, il va s'intéresser au logiciel de photographie. Donc, il peut développer ses compétences là-dedans. Pour du montage vidéo, pour des choses comme ça, il y a tout un tas d'activités, en fait... pro qui était autrefois réservé à des logiciels extrêmement chers avec des machines extrêmement pro et extrêmement onéreuses également, comme maintenant on peut faire chez soi. Voilà. Alors évidemment, si tu veux faire de la vidéo, tu vas pas forcément finaliser ta vidéo aussi rapidement que sur une machine puissante. Mais bon, ça mettra une nuit au lieu de mettre une heure, peut-être, pour terminer la compression de ta vidéo. Mais tu peux quand même le faire, en fait. Tu peux au moins tester et apprendre un peu les rudiments du truc. Donc, tu as tout un tas de choses comme ça qui sont... Et pour un informaticien, effectivement, tu peux toucher à tout, à peu près à tout. Tu peux installer des OS historiques sur ta machine Windows, enfin, en machine virtuelle, en fait, dans un petit coin du disque. Donc, il y a des choses... Et maintenant, tu as les logiciels libres qui sont encore mieux. C'est-à-dire que là, tu as carrément le code de ton logiciel. Alors, c'est un peu pointu, c'est pas facile de s'y pencher parce que là aussi, c'est des choses ultra spécialisées, déjà d'un point de vue métier, mais aussi d'un point de vue développement, le truc sont souvent assez pointus. Mais si jamais tu t'aperçois qu'il y a un bug de traduction ou un bug de fonction dans le logiciel, tu peux le remonter au développeur beaucoup plus facilement. Et tu peux même, si jamais vraiment ça te gratouille, tu peux même essayer de trouver la correction toi-même et l'envoyer. Ou même, si ça n'intéresse pas les développeurs, une amélioration, tu peux la faire tourner rien que chez toi. Donc, il y a énormément de logiciels contributifs comme ça qui ont augmenté en qualité au fil du temps, au gré des besoins des utilisateurs, en fait. Ok. Voilà. Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce que tu as fait pour... Alors, pour les IA. Donc, moi, j'ai entendu, comme j'ai pu l'entendre sur l'impact du numérique, j'ai entendu des énormités de gens qui ne maîtrisaient pas bien les sujets et qui ne réalisaient pas qu'ils étaient à côté de la plaque, en fait. Là, par contre, sur l'IA, on savait qu'il y avait des moyens énormes à mettre en œuvre pour faire tourner ça. Mais quand OpenAI a lancé son truc, ils étaient tellement en avance. En fait, ils étaient en avance apparente sur tout le monde. Ce qui a vexé énormément de gens de la profession, en fait, du domaine, en fait, qui n'étaient pas aussi largués que ça, mais qui n'avaient pas touché la corde sensible comme ça. Ils n'avaient pas... Donc, énormément de gens se sont mis à bosser sur les modèles et les technologies à tous azimuts, c'est-à-dire la qualité des modèles, la façon de les faire tourner, la façon de les faire apprendre. Et en fait, assez rapidement,
il y a des développeurs qui ont réécrit les modèles, en fait, qui ont modifié les modèles pour les faire tourner sur des machines, alors sur des Macintosh au départ, parce que les Macintosh ont un certain nombre de circuits spécifiques pour le calcul parallèle, en fait, et plus ou moins ciblés sur les IA, la compression de vidéo, des choses comme ça. Donc il y a des choses vraiment bien faites dans les derniers Macintosh. D'ailleurs, c'est un exemple de non-modularité possible. Apple a fait faire des circuits spécifiques à leurs ordinateurs qui entassent la mémoire, tout un tas de choses. Ça donne un fonctionnement beaucoup plus rapide, donc ça leur donne un avantage en performance. Par contre, c'est que de l'Apple, tu ne peux pas interchanger ça avec autre chose. Donc il y a des développeurs fous, hein, voilà, dans le bon sens du terme, qui ont optimisé tout ça pour le faire tourner sur des Mac, et puis ils l'ont aussi optimisé pour le faire tourner sur des PC classiques et sur des cartes graphiques, alors pas les cartes graphiques à 20 000 $ de l'IA, mais des cartes graphiques à 100 €, 500 €, voilà. Donc j'ai voulu voir, en fait... J'ai voulu reprendre ça, en fait, parce que c'était peu connu. Enfin, c'était connu des gens dans le milieu. On voyait qu'il y avait un truc, il y avait un progrès énorme, en fait, quasiment du jour au lendemain. Le gars qui a bossé là-dessus, il a gagné un facteur 100 en ressources nécessaires pour faire tourner une IA chez soi, en fait. C'est passé de impossible à possible. Ouais. Voilà. C'était pas merveilleux, ça n'allait pas très vite et ça donnait pas des résultats fantastiques, mais on voyait qu'il y avait quelque chose Mais au moins, on peut le faire. qui progressait, quoi, là. Et donc j'ai installé ça chez moi, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer ça, pour montrer un peu en temps réel, parce que là évidemment en IA, en chat notamment, la rapidité de réponse a de l'importance. Si tu dois attendre une demi-heure pour avoir la page complète, c'est un peu dommage. Donc c'est pas ultra rapide, mais on voit quand même que c'est à peu près utilisable. Tu as des réponses de qualité variable, mais ça c'est sensible. J'ai commencé ça il y a à peu près un peu moins d'1 an. Ok. Et il y a eu des progrès énormes, même là, accomplis. Parce qu'en fait, il y a toute l'industrie autour de OpenAI, derrière, enfin les concurrents de OpenAI, qui se sont mis à travailler sur les optimisations dans tous les sens. Et maintenant, on a, sur un PC basique, en fait, on a l'équivalent de ChatGPT 3.5 de l'an dernier, en gros. Ok. Voilà. Donc, alors ça a des avantages, pas uniquement au point de vue ressources, ça a des avantages au niveau vie privée aussi. C'est-à-dire que tu fais ton chat avec OpenAI, ChatGPT, tu sais pas trop ce que OpenAI fait de tes informations. Tu as des problèmes liés au RGPD, tout un tas de choses. Donc ils essaient d'être corrects là-dessus, mais il y a une question de confiance derrière. Est-ce qu'ils respectent vraiment à la lettre? Ils te préviennent dans leur contrat qu'ils peuvent réutiliser tes chats pour apprendre leurs trucs à leurs IA. Donc il n'est pas conseillé de mettre des informations personnelles dedans que tu veux pas voir ressortir d'une manière non maîtrisée, quoi. Oui, parce que sur un modèle comme ça, tu gardes au final tes données. Toutes les données que tu mets, elles restent dans ton... Alors, pas forcément, parce que l'apprentissage, c'est une phase bien déterminée. Et toi, quand tu t'en sers, il n'y a pas d'apprentissage direct. C'est-à-dire que ce que tu lui dis, la discussion que tu fais avec lui ne va pas être stockée directement pour être ressortie aux autres utilisateurs. Si tu lui expliques qu'il a dit des conneries sur la gravité universelle, la correction ne sera pas visible par d'autres. Par contre, ce que fait OpenAI, c'est qu'éventuellement, il garde les chats. Parce que tu as une façon de noter les réponses. Si la réponse te plaît, tu peux dire OK. Si la réponse te plaît pas. Donc, ils peuvent récupérer toutes ces informations accumulées, aussi bien les chats que les erreurs que ça a produit et que l'avis des utilisateurs, pour le reboucler sur l'apprentissage du modèle suivant. Ok. Et donc, tu peux avoir des informations de nature privée. Il ne faut pas aller mettre des mots de passe dedans, des choses comme ça, par prudence, hein. Par contre, si tu fais tourner tout ça chez toi, sur un modèle que tu maîtrises complètement, de manière donc isolée, a priori, il n'y aura pas de remontée, en fait. Tu maîtrises complètement. Et tu peux même utiliser des modèles sans filtrage pour leur demander des choses que les juristes ne veulent pas que tu demandes au modèle d'OpenAI. Les juristes ne veulent pas que tu demandes au modèle d'OpenAI comment fabriquer une bombe. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut fabriquer des bombes, mais tu peux utiliser des modèles non filtrés pour demander des trucs comme ça, pour voir ce que ça donne, pour tester un peu. Voilà.
Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Tu disais du coup dans l'article que tu as écrit, où tu racontes cette histoire-là, qu'il fallait 2 choses pour faire ça, un moteur et un paramétrage. C'est ça. Voilà, donc le moteur, c'est le modèle de langage. Non, le paramétrage, c'est le modèle de langage. Le paramétrage, pardon, c'est le moteur de langage. Et donc, du coup, quel modèle tu as utilisé, toi ? Alors, ça change tout le temps. Il y a des modèles qui sortent par camion pratiquement tous les jours. Il y a des trucs absolument incroyables. Donc, j'essaye un peu de... J'ai pas encore de modèle. Ça dépend des usages, en fait. Okay. Je pense qu'il faut tester des modèles de différentes tailles par rapport à l'usage qu'on fait. Là, le dernier que j'ai utilisé, les 2 derniers que j'ai utilisés, c'est un truc qui s'appelle OpenChat 3.5. Il y a une version 12.10 qui doit dater de 1 mois maintenant. Je suis sûr qu'il y aura une nouvelle version sous peu. Et qui donne... la question que j'aime bien poser au modèle, c'est leur demander la liste des 27 pays de l'Union européenne, parce que ça a l'air con. Mais bon, déjà tous les humains la connaissent pas, moi j'ai mis du temps à l'apprendre, mais avec les histoires de Brexit, les pays qui sont pas vraiment dans l'Union comme la Norvège ou l'Islande, voilà, c'est une question assez piège en fait. Autant l'an dernier on avait des réponses assez mauvaises, autant maintenant on a des bonnes réponses. Donc ça c'est le modèle. Il y a la taille du modèle qui a de l'importance. L'an dernier il fallait des modèles qui prenaient 70 milliards de paramètres, donc ça prenait 100 gigas de disque, donc c'est quand même déjà, pour le télécharger, il faut mettre un peu de temps. Ouais. Il vaut mieux avoir la fibre, hein, je le dis tout de suite. C'est aussi là qu'on voit l'intérêt d'avoir un réseau fibre en France, comme on a, de très bonne qualité. Ça permet de télécharger des modèles beaucoup plus vite. En ADSL, j'aurais pas pu faire tout ça. J'aurais passé des jours et des jours. J'ai téléchargé, je sais pas, dans les 500 gigas de données pour essayer différents modèles. Donc maintenant, on a des modèles en 7 milliards de paramètres. Donc ça doit faire un modèle qui prend 10-15 gigaoctets sur le disque. Tu arrives déjà à faire des bonnes choses et ça progresse de jour en jour. Le dernier modèle que j'ai essayé avec des logiciels différents, c'est Mistral. C'est qui est de la boîte française du même nom, en fait, qui est un des acteurs majeurs dans ce secteur. Et là aussi, fierté qu'on ait ce genre d'acteurs en France, parce qu'on est vraiment bien placé sur ces sujets-là, quoi. Et autant s'approprier. Il ne faut pas avoir peur de ces trucs-là. C'est vraiment bien de se les approprier, d'essayer chez soi et de voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et ça bouge. J'ai rarement vu un domaine qui bougeait aussi vite, de manière aussi visible pour des néophytes comme moi, en fait. C'est vraiment super motivant à voir. Par rapport à ça, tu as une petite prédiction sur où on va avec l'IA, là, justement, ou pas ? Alors, où on va ça va énormément aider en productivité les gens qui savent s'en servir. Donc, les gens qui écrivent du texte, même les développeurs informatiques, pour de l'aide sur des machins qu'on maîtrise plus ou moins, c'est génial. Et même pour des tâches un peu casse-pied, comme écrire un fichier de configuration, j'ai fait ça hier soir. Le truc qui m'aurait pris 1 heure, ça a pris, pour un truc bête, hein, basique, mais chiant, ça m'a pris 1 minute 30 en fait. C'est juste qu'au début, j'ai le fait à la main. Après, je me suis dit, mais en fait, on va tester avec ChatGPT. Et il m'a sorti voilà. Donc, il va y avoir des usages qu'on n'imagine même pas de ce côté-là. Et donc, il faut absolument se l'approprier pour nos métiers, pas en avoir peur, pas essayer de le bloquer, parce que ça veut dire que les gens qui ne le bloqueront pas prendront un avantage. Ils auront une meilleure efficacité pour bosser et des résultats plus faciles. Et donc, il faut vraiment... Et même pour du contenu administratif. J'ai un ami qui bosse dans l'administration. Il devait faire, comme on doit tous le faire, un rapport pour son chef, en fait. Son chef, son N+1 devait faire un rapport pour le N+2. Et comme tout le monde en rame pour écrire ces trucs-là. Donc, première version à la main, le chef, ouais, mais non, mais ça va. Ah, c'est pas tourné comme il faut. Toi. Demande à ChatGPT, le chef était content, quoi. Parfait. Et moi, je m'en suis servi pour répondre à des consultations publiques. Pas pour la partie de cœur du sujet, parce que là, il faut quand même un avis pertinent, pointu d'expert, mais pour faire l'enrobage diplomatique,
introduction, conclusion, c'est vachement bien pour les gens qui sont pas... Moi, je suis pas le roi de la diplomatie, donc ce genre de choses, ça m'aide beaucoup. Ok, génial. Pour avoir une base, quoi. Ouais, pour avoir une base, pour une aide à la créativité même, en fait, pour faire tout ce qui est un peu du tout venant, en fait. Les choses qui sont pas très compliquées, qu'on peut vérifier facilement. Il faut pas écrire un truc, on va pas écrire un article de recherche pointu avec ça, c'est pas possible. Ou un code pointu. Mais pour des choses un peu tout venant, ça évite de passer un temps fou à faire le machin à la main. Et donc c'est une forme d'automatisation vraiment séduisante et vraiment utile. Génial. Bah, écoute, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui regardent cette vidéo vers ton travail, Pierre? Alors, j'ai mon blog que j'alimente assez peu, en fait. J'ai un bout de chaîne YouTube. Je suis Pierre B. Paris sur YouTube. Ouais, on mettra tout. J'ai un compte Twitter, mais qui est un peu mourant vu la situation côté Twitter. J'ai un compte Mastodon, donc le fait divers. Je suis un peu partout. Mais sinon, je vais mettre des infos. Je vais faire une sorte de liste sur mon blog. C'est signal.eu.org. Là, c'est le blog, mais je vais mettre une page d'accueil avec mes différents réseaux parce que je suis un peu éparpillé à force d'historique. Bah, merci pour cette conversation. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, pour la discussion au coin du feu, si on peut dire. Génial, merci.